J'ai l'impression d'avoir été le seul à aimer ce Grand Prix de Hongrie, qui était clairement pas la meilleure course de la saison. C'était loin d'être la plus mauvaise aussi. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les stratégies. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble ce Grand Prix de Hongrie 2025, le dernier avant la pause estivale. Et malgré ce que vous pensez, il s'est quand même passé beaucoup de choses et la course était extrêmement intéressante. Entre les déceptions, les stratégies et les retournements de situation, surtout avec Charles Leclerc. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo, à vous abonner, activez bien la cloche parce que certes la Formule 1 s'arrête pendant 3 semaines, mais nous on continue à poster des vidéos sur la F1 pendant tout le mois d'août et place au récap du Grand Prix de Hongrie 2025. Juste avant de passer au conseil de classe, c'est l'heure de reprendre un petit peu des forces et surtout de l'énergie avec Oli Energy, notre partenaire de longue date que vous connaissez très bien maintenant. Oli est une marque de boissons énergisantes, mais pas que, qui fait aussi de l'ice tea, des boissons hydration et même des milkshakes. Vous aurez un lien dans la description qui vous permettra d'aller découvrir tout l'univers et toutes les saveurs de Oli. Vous avez différents types de boissons, vous avez différents types de shakers, des boosters que vous voyez toujours dans le décor. Je tiens quand même à rappeler que Oli est déconseillé aux personnes en dessous de 18 ans et que un shaker de Oli, ça suffit largement pour tenir toute la journée grâce à la New Caf. Ça vous évite d'avoir ce pic d'énergie qui va retomber au fur et à mesure et grâce à une portion de Oli, vous pouvez tenir sur la durée et garder votre énergie jusqu'à la fin de la journée. Avec le code HYDRO, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique et si jamais vous n'avez jamais commandé Oli, je vous invite à tester les packs découverts et utiliser le code HYDRO5 qui vous offre 5 € de réduction pour votre première commande. Merci encore à Oli de nous soutenir tout au long de l'année et dans nos projets. Vous le savez, c'est un partenaire de longue date. N'hésitez pas à aller faire un tour et faire votre propre avis au final en testant les produits. Et je vous laisse tout de suite avec le conseil de classe. Bon, pour commencer ce conseil de classe, c'est clairement mon coup de cœur des dernières semaines, Gabriel Bortoleto. Félicitations, encore une performance exceptionnelle au volant d'une Sauber. Pour la 3e fois en 4 Grands Prix, Gabriel Bortoleto est passé en Q3, a marqué des points une nouvelle fois. Et mine de rien, les performances récentes, depuis que la Sauber fonctionne, me font me poser une question. Est-ce que Bortoleto ne serait pas le meilleur rookie en 2025? Je sais, Isaac Adjar existe, je sais que Isaac a fait des performances exceptionnelles, mais je pense qu'on sous-estime énormément le talent de Bortoleto à cause de la voiture qu'il a et du matériel dont il dispose. J'ai vraiment hâte de voir la suite de la saison parce que je pense au plus profond de moi que Bortoleto a énormément de potentiel et je pense qu'on pourrait être très agréablement surpris et sur la fin 2025 et surtout en 2026. Deuxième élève et un petit peu moins fun cette fois-ci, Red Bull Racing. Obligé de mettre un mot dans le carnet pour l'écurie autrichienne qui a eu un week-end catastrophique. Alors heureusement, Verstappen sauve un petit peu les meubles avec 2 petits points pendant la course le dimanche, mais le reste du week-end est juste atroce. Honnêtement, la performance, la voiture, la gestion de course, on va en reparler. Yuki Tsunoda qui ne termine pas dans les points, éliminé en Q1. Bref, ça a été un week-end très compliqué. Là, on en est à un stade où je suis un peu inquiet pour Verstappen et pour Red Bull, tout simplement parce que la performance n'est plus là. Verstappen l'a dit lui-même, il sera pas capable de gagner dans la deuxième partie de la saison à la régulière et je pense même que Verstappen va perdre la 3 voire 4e place au classement pilote au vu des performances de sa voiture. Entre ça et les performances de Tsunoda, je pense que la fin de saison 2025 va être très longue pour Red Bull et que Laurent Mekies a beaucoup de pain sur la planche d'ici la fin de l'année. Et puis pour terminer ce conseil de classe, une note assez négative pour Alpine, une heure de colle, littéralement, au vu des performances, là aussi, c'est probablement l'un des pires week-ends de Alpine cette saison. Pierre Gasly éliminé en Q1, Franco Colapinto éliminé en Q2, les deux Alpines terminent 18 et 19e, soit dernière du Grand Prix. Je sais même pas quoi penser. Presque ça me brise le cœur, franchement, de voir les pilotes dans cet état-là. Alors oui, j'entends que Alpine est passé sur le développement de 2026. Oui, j'entends qu'il y a du travail en interne, mais il reste encore 10 Grands Prix à faire. Et franchement, ça va être dur quand on voit le moral de Colapinto et de Gasly. Je me dis que la deuxième partie de saison va être très longue. Je sais vraiment pas ce dont a besoin Alpine actuellement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'écurie puisse un petit peu rebondir? On l'a vu comme à Spa, Gasly est capable des fois de coups de génie et de marquer des points, mais à la régulière, la voiture est clairement pas performante et Alpine est toujours dernier au classement constructeur.
Bon, pour commencer ce récap, on va parler d'une équipe qui est totalement sortie du lot ce week-end et clairement de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aston Martin? D'où sort ce résultat? D'où sort cette performance? J'avais l'impression d'être revenu en 2023. Alors le week-end n'a pas très bien commencé pour Fernando Alonso, victime de douleurs au dos. Il a dû laisser sa place à Felipe Drugovich, pilote de réserve chez Aston Martin pour la première séance d'essai, mais à partir de la FP2, le rythme était exceptionnel. 4e et 5e en FP2, 6e et 7e en FP3, puis 5e et 6e en qualification, l'Aston fonctionnait parfaitement sur ce circuit. Résultat du Grand Prix, Aston termine 5e et 7e. C'est le meilleur résultat, la meilleure performance de cette saison. Mais je ne sais pas si je dois prendre ça comme un signe d'espoir. Est-ce que l'Aston Martin, au final, a peut-être du potentiel et peut performer sur certains circuits? Est-ce que c'était lié aux conditions assez fraîches avec les changements de température? Est-ce que c'est lié au circuit? Franchement, ça, je pense que je ne pourrais pas l'expliquer. Alonso a été très bon pendant le Grand Prix, déjà avec un excellent départ pour passer sur Lando Norris. Bon, rapidement, la McLaren est repassée devant l'Aston Martin. Et puis ensuite, on a eu le droit au Alonso Train, un petit peu comme à Monaco, il y a 3 ans, avec quasiment 10 secondes d'écart entre le 4e et le 5e. Mais Alonso a parfaitement géré sa course. Un très bon rythme, une très bonne stratégie, des très bonnes décisions et au final, une 5e place totalement méritée. Pour Lance Stroll, c'est pareil. Lui qui était pris dans le Alonso Train, il termine 7e, là aussi avec une très bonne gestion de course, une très bonne gestion du trafic et une très bonne stratégie. Grâce à ce résultat, Aston Martin reprend la 6e place au classement constructeur devant Kick Sauber pour un petit point. On retrouve VCarb à 7 points et on retrouve un petit peu plus loin As à 17 points. Bon, Alpine est toujours dernier du constructeur, mais au moins on sait qu'on va avoir une grosse bataille dans le midfield. On sait que la fin de saison va être cruciale, que les positions vont compter énormément pour chaque équipe et que le moindre point va coûter très cher. Maintenant, je vais pas vous mentir, quand je vois les résultats et la performance de ce week-end, je suis obligé de me poser la question, qu'est-ce que ça donnerait si en 2026, Aston avait une voiture compétitive? Est-ce que Alonso serait encore capable de jouer au top niveau et de se battre pour des victoires? Est-ce que Stroll pourrait peut-être monter sur des podiums? Ça, la réponse, on l'aura peut-être l'année prochaine en fonction de la voiture d'Adrian Newey. On savait que ce serait le sujet principal, le noyau de la course en Hongrie, la stratégie. Piastri l'avait dit en conférence de presse après la qualification, pour dépasser Leclerc, ça se fera dans la pit lane. Et comme prévu, sans surprise, la stratégie a fait basculer la course de plus d'un pilote. Pirelli avait annoncé 2 stratégies possibles pour le Grand Prix de Hongrie. Une stratégie à un arrêt avec un train de médium, un train de hard, et une stratégie à 2 arrêts avec un train de médium et 2 trains de pneus hard. Il faut savoir qu'en Hongrie, l'undercut est ultra puissant. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et qui peut faire basculer le Grand Prix. Bon alors, on va pas refaire toutes les stratégies une par une. J'aimerais juste reprendre quelques cas isolés pour surligner entre guillemets les stratégies et les décisions prises par des équipes parce que j'ai vu beaucoup de bêtises sur Internet, que ce soit sur Twitter ou sur Twitch. Et j'aimerais moi donner mon avis sur la prise de décision que les équipes ont faites et les stratégies qui ont été proposées. Le premier cas d'étude, c'est celui de Charles Leclerc face aux 2 McLaren. C'est probablement la pire situation parce que les 2 McLaren n'étaient en plus pas sur la même stratégie. Charles Leclerc était leader du Grand Prix avec une stratégie à 2 arrêts. Oscar Piastri juste derrière lui, pareil. Et Lando Norris, lui, était 4e, bloqué derrière George Russell. Au moment où Leclerc s'arrête, et Piastri aussi, Lando Norris, lui, décide de continuer et de passer sur une stratégie à 1 arrêt. À ce moment-là, du coup, on joue la track position et on espère que le rythme des pneus hard ne sera pas suffisant pour que en fin de course, Piastri et Leclerc rattrapent Norris. Sur le deuxième relais, Leclerc est toujours devant Piastri, mais Piastri s'est rapproché. Leclerc perd un petit peu en rythme et Piastri se retrouve à moins de 2 secondes de la Ferrari. Et à ce moment-là, c'est le pire scénario pour Charles Leclerc. Si Piastri s'arrête avant lui, l'undercut sera fait et Piastri ressortira devant Leclerc. Si Leclerc s'arrête, alors il laisse les 2 McLaren en tête et là on a risque de safety car, virtual safety car, red flag ou au pire que les McLaren soient juste plus rapides. C'est exactement ce qui s'est passé. Piastri voulait s'arrêter au stand, Ferrari l'a entendu et du coup a fait rentrer Charles Leclerc pour protéger de l'undercut, laissant du coup Piastri 2e, Norris 1er et à ce moment-là Piastri du coup peut choisir et décider de comment gérer sa stratégie. Piastri s'est arrêté un tout petit peu plus tard en prolongeant son relais pour avoir des pneus plus frais en fin de course et
aller beaucoup plus vite. Résultat, Leclerc se retrouve 6 secondes devant Piastri après l'arrêt au stand. On parlera des problèmes de Charles Leclerc un petit peu plus tard dans la vidéo, mais Piastri débaroule à toute vitesse, dépasse Charles Leclerc et remonte sur Lando Norris jusqu'aux 5 derniers tours pour avoir un duel face à son coéquipier. La stratégie de Leclerc, elle est bonne. Honnêtement, Ferrari a pris les bonnes décisions et s'il n'y avait pas eu de problème sur la voiture de Charles, il aurait potentiellement pu remonter avec Piastri et se battre pour la victoire dans les derniers tours. Mais du coup, certains vont me dire « Ouais, mais pourquoi ne pas avoir fait un arrêt comme Lando Norris ?» Lando Norris a opté pour une stratégie alternative. Un arrêt parce qu'il était bloqué derrière Russell et que s'il s'arrêtait en même temps que Leclerc, en même temps que Piastri et Russell, il n'aurait rien gagné. Donc du coup, McLaren a décidé de décaler sa stratégie, profiter de ce qu'on appelle du clean air, n'avoir personne devant lui pour bien gérer ses pneus et bien gérer son rythme. Au final, stratégie gagnante, oui, parce qu'il a gagné le Grand Prix, mais on en reparlera ça aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, cette stratégie n'aurait pas dû permettre à Norris de gagner le Grand Prix. Et alors là, on va parler d'une des remarques que j'ai vues le plus sur Internet et que je ne comprends pas, ceux qui pensent que McLaren ont sacrifié Oscar Piastri. Pour moi, Oscar Piastri avait la stratégie gagnante et était clairement censé remporter ce Grand Prix de Hongrie. Oscar se battait contre Leclerc à courte distance, duel qu'il allait remporter vu qu'il est passé au final sur Charles Leclerc au vu des problèmes qu'il avait, et il se battait aussi contre Norris à longue distance. Il faut quand même rappeler que sur les 25 derniers tours, Piastri revenait à base de 7 dixièmes par tour sur Norris. Sa voiture était plus rapide, il avait des pneus plus frais et il avait toutes les cartes en main pour remporter ce Grand Prix de Hongrie. McLaren, pour moi, a parfaitement géré les stratégies afin d'assurer un doublé et la seule personne qui n'a pas fait son travail pour moi, et on en parle après, c'est Oscar Piastri qui aurait dû dépasser Norris dans les derniers tours. Bon, vu qu'on parle de stratégie, on va parler de celle d'Hamilton qui, encore une fois, prend la stratégie alternative. Il fait partie des rares pilotes à partir avec des pneus hard, ce qui est une mauvaise décision vu qu'il perd des positions dans les premiers tours. Il se retrouve ensuite bloqué dans le train créé par Alonso, donc le gap avec les leaders est immense. Et une fois que tous les pilotes en médium s'arrêtent, Hamilton n'est toujours pas dans le top 10. Alors oui, Ferrari aurait pas pu prévoir le train d'Alonso, mais à partir de ce moment-là, la stratégie était ruinée. Hamilton était pris dans le trafic, les pilotes qui venaient de s'arrêter étaient plus rapides que Lewis, on l'a vu se faire dépasser à de nombreuses reprises, et lorsqu'il a passé les pneus médiums sur la fin de la course, oui, il était plus rapide, oui, il est remonté, oui, il a fait des dépassements, mais en repartant de la 16e position en Hongrie, c'est quasi impossible de terminer dans les points. Franchement, je ne comprendrai jamais pourquoi Hamilton est toujours sur une stratégie alternative, toujours avec des pneus différents et jamais la stratégie de base. Et je pense que là, pour le coup, il y avait un meilleur choix à faire du côté de Ferrari. Je sais que la stratégie, c'est pas forcément quelque chose qui passionne beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est l'essence même de la course automobile. Je sais que beaucoup de gens veulent voir des dépassements, veulent voir des accidents, des safety cars, du roue contre roue, mais moi, personnellement, je prends un énorme plaisir à essayer de comprendre, de décortiquer un petit peu les stratégies et pourquoi tel pilote roule à telle allure, pourquoi tel pilote s'arrête à tel tour. J'ai vu beaucoup de messages comme quoi c'était la pire course de la saison, qu'on s'était ennuyé à mourir, qu'il ne s'était rien passé, et je suis pas du tout d'accord. J'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à regarder cette course, à essayer d'étudier les stratégies. On ne recherche peut-être pas la même chose dans une course, peut-être que vous êtes trop exigeant, peut-être que je le suis pas assez, mais en tout cas, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette course et j'espère que ces petites explications sur les stratégies de McLaren vous ont aidé à comprendre les décisions prises par les équipes. Alors j'aimerais quand même revenir sur le duel de McLaren qu'on a eu dans les 5 derniers tours du Grand Prix, puisqu'au final, c'est les deux prétendants au titre et ça va être le duel jusqu'à la fin de la saison. Il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur Lando Norris, comme quoi il était fébrile, il n'était pas capable d'assurer dans les moments clés, il était dépassé par ses émotions. Eh bien je trouve que ce week-end, Oscar Piastri a fait exactement la même chose. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Oscar Piastri. Déjà en qualification, bon, le fait de rater la pole position, ça peut arriver, mais la gestion de la fin de course pour moi de Piastri est vraiment très mauvaise. Pour moi, un pilote qui revient à base de 7 dixièmes par tour lors des 15 derniers tours du Grand Prix sur son coéquipier avec des pneus neufs face à des pneus usés a forcément, à un moment, une opportunité de dépassement. À 6 tours de la fin, Oscar Piastri était revenu à moins d'une seconde de Lando Norris et donc en plus des pneus neufs bénéficiait du DRS et de l'aspiration. Et c'est pas comme si Oscar Piastri n'avait pas eu l'opportunité de dépasser. Il l'a eu 3 fois. Et 3 fois, Oscar Piastri s'est précipité, a été pris de panique et a voulu se jeter sur Lando Norris plutôt que de construire une seule et vraie action de dépassement pour qu'elle soit chirurgicale et s'assurer de gagner le Grand Prix. Je suis désolé, mais les décalages au virage 1 à plus de 200 mètres quand tu te retrouves à 6 dixièmes de ton coéquipier, il n'y a aucun monde où ça passe. On n'est pas sur F1 25, il n'y a aucun
monde où le coéquipier va s'écarter pour te laisser passer et il n'y a aucun monde où tu vas être capable de te faufiler à l'intérieur. Le blocage de roue où il est à 2 doigts de satelliser son coéquipier, j'en parle même pas. Son équipe a dû lui rappeler qu'il fallait se battre proprement avec son coéquipier. Franchement, j'ai été déçu d'Oscar Piastri parce que pour moi, il aurait dû gagner cette course et ça aurait été un message fort face à Lando Norris. On aurait enfin pu dire Oscar Piastri est juste chirurgical, il ne commet pas d'erreur, il est capable de faire ce qu'il faut faire au bon moment. Là, pour moi, toutes les critiques qui ont été faites sur Lando Norris ces dernières semaines s'appliquent aussi à Piastri aujourd'hui. Bon, malgré tout ça, Piastri a toujours 9 points d'avance sur Lando Norris au championnat. Il est toujours leader à la mi-saison. 6 victoires pour Oscar, 5 pour Lando Norris. Je vous ai prévu une petite vidéo débrief sur la première partie de saison et mes attentes pour la suite de cette saison 2025. Qui arrivera dans les prochaines semaines. Mais je suis obligé de me poser une question et ce Grand Prix de Hongrie me réconforte, entre guillemets, dans ce questionnement. Est-ce que Piastri va vraiment être capable de tenir sur la deuxième partie de saison? Piastri est plus talentueux que Norris? Oui, je suis d'accord. Est-ce que Piastri est plus chirurgical que Norris? Franchement, c'est possible. Est-ce que Piastri ne va pas manquer d'expérience en fin de saison? Ça reste à voir. Quand on regarde les fins de saison sur les 2 premières années de Piastri en Formule 1, très souvent, Piastri s'écroule après la tournée européenne. Vraiment très loin des performances de son coéquipier. Si Norris reprend la main en interne, ça va être très difficile à digérer. Il va rapidement être mis en avant par l'équipe, il va rapidement reprendre le contrôle du championnat. Et puis, il y a des petites erreurs sur ce début de saison. Elles sont vraiment légères, mais l'Australie, par exemple, mine de rien, il y a eu quelques sorties de piste, il y a eu quelques points perdus de la part de Piastri qui pourraient coûter cher en fin d'année. L'une des pires choses qui pourrait arriver pour Piastri, c'est qu'à la rentrée, Lando Norris ne fasse plus d'erreurs et prenne 100% en main sa voiture. Parce qu'aujourd'hui, Norris est encore en difficulté. Si à la rentrée, Norris commence à être intouchable et impeccable, le championnat pourrait très rapidement basculer. On verra ce que ça donnera dans les prochains mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce duel chez McLaren. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on pourrait avoir encore quelques changements d'ici la fin de saison. Bon, pour finir ce récap, on est obligé de parler de la déception de Ferrari. Je pense que c'est le bon terme. Quelle tristesse, honnêtement, la performance de Ferrari dimanche en Hongrie. Je ne sais pas si c'est parce que je suis fan de Ferrari ou pas, mais j'ai vraiment eu l'impression de vivre une descente en enfer ce week-end. L'ascenseur émotionnel était juste dramatique. Le week-end commençait plutôt bien. Ferrari était la 2e meilleure force du plateau, derrière McLaren. Leclerc se met 3e en FP1, FP2, FP3. Qualification à la surprise générale, Leclerc prend la pole et les 2 McLaren se ratent. À ce moment-là, tu te dis, sur un circuit où on ne peut pas dépasser, il y a peut-être quelque chose à faire. De l'autre côté du garage, Lewis Hamilton est encore éliminé cette fois-ci en Q2. Pas de Q3 pour le pilote britannique et surtout des déclarations fortes après la qualif en se disant inutile, en disant qu'il est responsable de ses mauvais résultats et qu'il n'arrive pas à trouver des solutions. L'interview, elle fait froid dans le dos. J'ai rarement vu en tout cas Lewis Hamilton aussi déprimé et aussi mal dans sa peau. Mais bon, tu te dis pourquoi pas, le dimanche, il peut y avoir des surprises et on l'a vu à Spa, Lewis Hamilton est capable de remonter et de faire de très belles courses. 2 voitures, 2 ambiances chez Ferrari. Je vous ai déjà raconté la course de Lewis Hamilton bloqué dans le trafic sur une stratégie alternative. Du côté de Charles Leclerc, on part en pole, on garde la tête du Grand Prix et ça sentait même très bon sur les 2 premiers stints. Pendant les 40 premiers tours, Charles Leclerc est en contrôle total du Grand Prix devant Oscar Piastri. Il est derrière Lando Norris mais le rattrape au fur et à mesure et honnêtement, jusqu'à la mi-course, j'étais persuadé que Charles Leclerc était sur le point de remporter sa première course de la saison. Mais du coup, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que Leclerc passe de la tête du Grand Prix à terminer à plus de 30 secondes de Lando Norris? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le problème sur cette Ferrari pour que d'un seul coup, elle passe à plus de 2 secondes par tour? L'explication de Charles Leclerc et de Frédéric Vasseur, c'est de dire qu'il y a eu un problème sur le châssis de la Ferrari. Je ne sais pas quel problème. Est-ce que c'est un passage sur un vibreur? Est-ce qu'il y a eu une fissure, un craquage, quelque chose? On n'a pas l'information. La deuxième théorie, c'est celle qui est sortie en interview de la part de Russell, c'est de dire que Ferrari a dû augmenter la pression des pneus dans le 3e relais parce que l'usure de la planche était trop importante afin de réguler la hauteur de caisse qui a totalement déréglé la balance de la voiture. 3e information à prendre en compte qui est sortie sur Twitter, c'est la gestion des maps moteurs pendant le Grand Prix. Très rapidement, on a entendu Leclerc dire que s'il fallait changer quelque chose, il fallait en parler avant la course et qu'il aurait pu gérer ça de son côté. À partir de cette team radio, on a demandé à Charles Leclerc d'utiliser des maps moteurs moins importantes qui lui permettaient d'avoir moins de vitesse de
de pointe. Scénario qui se répète avec la deuxième team radio où il explique que la voiture est inconduisible, qu'il ne fera pas podium, que ce serait un miracle et que la course a été ruinée. Même problème, on demande des modifications sur les maps moteurs de la Ferrari de Charles Leclerc. Donc il s'est clairement passé quelque chose durant le Grand Prix. Il y a eu des modifications faites, que ce soit sur le moteur, que ce soit sur les pneus, que ce soit sur la voiture. Quoi? J'en sais rien et je pense que seul Ferrari saura ce qui s'est passé. Résultat, troisième relais de course, Leclerc se retrouve à tourner en 21.9, 22.3 environ, quand tous les pilotes tournent en 20.1, 20.3. Charles Leclerc se fait déposer par Piastri, Charles Leclerc se fait rattraper puis dépasser par Russell. Les défenses étaient ultra agressives, voire clairement trop agressives de la part de Charles. Pénalité de 5 secondes pour le Monégasque qui ne change rien à son résultat d'après-course, mais énormément de frustration, énormément de déception, ce sentiment d'avoir raté une opportunité de gagner peut-être la seule course de la saison pour Ferrari. Les interviews de Leclerc, elles sont assez franches, elles sont assez honnêtes. Il en a marre, il est fatigué, il est déçu. Et encore pire pour Lewis Hamilton qui lui sous-entend avoir des problèmes. Il a dit clairement en interview que ça n'allait pas. Alors on ne sait pas s'il parle de Ferrari, on ne sait pas s'il parle de sa vie privée, on ne sait pas réellement de quoi il parle. Lewis a tout simplement expliqué qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir et qui n'allaient pas de son côté. Donc ça pareil, il faudra sûrement attendre la rentrée pour avoir des explications sur ce qui se passe réellement chez Ferrari. Franchement, je suis ultra déçu en tant que fan de Ferrari forcément, mais même en tant que fan de Formule 1. On avait l'occasion de voir un pilote battre les McLaren ce week-end. Vasseur a été prolongé au début du week-end pour plusieurs années. Il va réellement falloir commencer à construire autour de cette équipe. Il va falloir faire avancer le bateau parce que oui, Ferrari se concentre sur 2026. Oui, il y a un changement de réglementation, mais là, du côté des pilotes, il y a de plus en plus de frustration et ça va être difficile de contenir ça jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que sur les 16 dernières pole positions de Charles Leclerc, seule une a été convertie. C'est Monaco 2024. Donc, je vous laisse faire le calcul de nombre de courses gagnées ratées par la Scuderia Ferrari. Bref, il faut que ça change et rapidement à la rentrée, sinon ça va être très difficile à supporter jusqu'au mois de décembre. Ma question du jour, elle est assez simple parce qu'elle vient de la déclaration de Leclerc. Est-ce que vous pensez que Ferrari pourra au moins gagner une course cette année? Je vois mal sur quel circuit actuellement. La Hongrie était probablement l'un des meilleurs shots, mais est-ce que vous pensez que cette année, ou Lewis Hamilton ou Charles Leclerc remportera une course d'ici la fin de la saison? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos avis, mais moi, j'ai du mal à y croire. Pour terminer cette vidéo, place au hydroprono et comme d'habitude, je me suis totalement foiré pour ce Grand Prix de Hongrie. J'avais mis Oscar Piastri en pole position, j'avais mis victoire d'Oscar Piastri devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Bon, bah voilà, aucune bonne réponse. Dans les commentaires, certains ont réussi à trouver le top 3, mais personne n'avait le top 3 plus la pole de Leclerc. Beaucoup ont vu Russell sur le podium, félicitations à vous. Le prochain Grand Prix est dans 3 semaines, vous le savez, c'est le Summer Break. Les usines de Formule 1 vont fermer à partir de la semaine prochaine et il faut forcément un pronostic pour le Grand Prix de Zandvoort. Je vois bien une pole position de Lando Norris qui avait remporté une victoire monumentale l'année dernière. Pole position et victoire de Lando Norris qui pourrait peut-être même reprendre la tête du championnat. Je mets quand même Piastri deuxième parce que je pense que McLaren va être extrêmement fort à Zandvoort et je mettrai bien évidemment Max Verstappen en troisième position à domicile. Je pense que ça devrait quand même le faire pour le néerlandais. N'hésitez pas dans les commentaires à le faire encore une fois avec le hashtag hydroprono tout attaché pour qu'on puisse récupérer vos réponses pour le prochain récap qui sortira du coup dans 3 semaines. C'est donc l'heure des vacances pour la Formule 1. Le prochain récap sera donc dans 3 semaines comme je vous l'ai dit. Il va falloir patienter un petit peu. Nous, dans tous les cas, on continue à être là pour vous fournir du contenu Formule 1 pendant tout l'été. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à mettre à j'aime, à vous abonner. Ça nous soutient énormément. Activez bien la cloche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.